Bonjour, bonsoir à toutes et tous, je suis Charles et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Expono. On voulait vous remercier pour vos retours sur notre premier épisode, ils étaient vraiment très positifs et ça nous a fait chaud au cœur, nous allons continuer dans cette voie, ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez l'entendre certainement, et vous l'entendrez pendant toute cette émission, ce podcast est enregistré à distance car j'habite à plus de 100 km de mes camarades, donc pour l'instant impossible de se réunir pour faire une émission ensemble. Ce deuxième épisode sera consacré à Disney et au changement de perception que nous avons eu de cette entreprise en grandissant. Pour évoquer ce sujet, je ne suis pas tout seul, je suis ravi d'accueillir deux personnes dans cette émission. Nous accueillons tout d'abord un petit nouveau. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et il est de retour après le premier épisode. Bonsoir Enguerrand. Eh oui, bonsoir Charles, effectivement à distance. Ok, tout d'abord, nous allons écouter une petite archive datant du 12 avril 1991. Dans un an, jour pour jour, Donald et Mickey ouvriront leurs portes au public à Marne-la-Vallée. À un an de cet événement, Euro Disney a accueilli journalistes et caméras pour une visite de chantier. Une visite, vous allez le voir, menée à l'américaine. Reportage Huguette et Claude Dussutte. Les Américains aiment les dates symboles. Euro Disney ouvre ses portes dans un an jour pour jour. Les organisateurs ont tenu à ce que ça se sache. Résultat, une journée où rien n'a été laissé au hasard. Journalistes escortés par des cast members, mi-chaperon, mi-hôtesse, bottes et casques pour tous, fanfare à l'américaine et en prime, la présence du neveu de Walt Disney, Roy Disney. Bref, une organisation à l'image de ce chantier de 2000 hectares, démesuré. Quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du projet. Plus de 180 entreprises, 5300 ouvriers français, espagnols, italiens, allemands qui travaillent sans relâche. Pas question de transiger sur la date d'ouverture. Une soixantaine d'embauches par semaine. À terme, Euro Disney devrait employer 12 000 personnes. Plus de 5 000 chambres réparties sur 6 hôtels, Disneyland Hotel, Sequoia Lodge, Cheyenne Hotel, etc. Construction d'une ligne directe RER et d'une gare TGV. Bref, de quoi accueillir 11 millions de visiteurs venus de tous les pays d'Europe. Un dernier chiffre, l'investissement se monte à 55 milliards. Mirapolis et le parc d'Astérix ne jouent pas dans la même cour. Ça fait 35 ans que nous exerçons notre métier. On a l'avantage énorme d'avoir hérité de tous ces personnages fameux que Disney a créés comme Mickey, qui est connu universellement en Europe et dans le monde. Ce quatrième monde enchanté de Disney, difficile encore de l'imaginer aujourd'hui. Pour un adulte en tout cas, car pour un enfant, une marionnette suffit. Alors après avoir écouté cette archive, on va essayer de replacer le contexte rapidement. Je vais essayer de faire ça de la manière la plus simple possible. La société connue aujourd'hui sous le nom de The Walt Disney Company a été créée en 1923 par Walt Disney. Elle s'appelait à l'époque Disney Brothers Studio. Disney a commencé par des courts-métrages avec les Alice Comedies dès cette année-là. Mickey Mouse naît officiellement le 18 novembre 1928 dans un film avec son et dialogue synchronisés. Donald Duck fait son apparition en 1931 dans un court-métrage. Celui-ci se nomme Une poule avisée. Le 21 décembre 1937, Disney sort son premier long-métrage, Blanche-Neige et les Sept Nains. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nouveaux studios récemment acquis sont réquisitionnés par l'armée pour devenir des entrepôts militaires. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, avant le conflit, Disney a une dette de 4,2 millions de dollars. Donc du coup, pour faire rentrer de l'argent, une partie des dessinateurs fait des dessins animés de propagande militaire, et le studio Disney produit même quelques métrages. À la fin du conflit, Walt Disney annonce avoir réduit sa dette de près d'1 million de dollars. En 1949 est créée la Walt Disney Enterprises qui a pour but la gestion des produits dérivés. Le 27 octobre 1954, Disney s'attaque à la télévision avec l'émission Disneyland diffusée sur ABC. Le premier parc Disneyland est officiellement ouvert le 17 juillet 1955 à Anaheim en Californie. Disney rentre en bourse le 12 novembre 1957. Cette date est un tournant car l'animation n'est plus au cœur de l'entreprise, mais vraiment juste l'argent, les investissements. En 1961, une filiale appelée Buena Vista International est créée afin de gérer certaines licences comme Winnie l'ourson par exemple. Mary Poppins sort en 1964 et c'est un immense succès, aussi bien artistique que commercial. Le 15 décembre 1966, Walt Disney décède d'un cancer des poumons à l'âge de 65 ans. Le 1er octobre 1971, le Walt Disney Resort ouvre à Orlando, en Floride.
Julien et Enguerrand, je vais vous poser une question. Savez-vous à combien s'est élevé le coût du parc? Je sais pas, je dirais 300 millions. T'es pas loin. C'était 400 millions de dollars. C'est quand même un investissement assez énorme. En 1982 sort Tron, utilisant pour la première fois des images de synthèse issues de l'informatique. Le 18 avril 1983, Disney lance sa propre chaîne de télévision aux États-Unis. C'est la naissance de Disney Channel. Encore en 83, Michael Eisner arrive à la tête de Disney, il était auparavant président de Paramount. Sorti en 1989 de La Petite Sirène, qui est un carton international. On rentre dans les années 90, ces années-là sont une période vraiment très très faste pour Disney. Vont sortir notamment La Belle et la Bête en 91, Aladdin en 92 et Le Roi Lion en 94. Le 1er novembre 1990, Disney ouvre le premier Disney Store en dehors des États-Unis et ils ouvrent ce magasin à Londres. Le 30 septembre 1992, Disney devient le premier studio à atteindre les 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en une année. Le 30 juin 1993, Disney achète Miramar qui appartient alors aux frères Weinstein qui resteront directeurs. Cela deviendra la branche des films indépendants de Disney. En 1994, Disney Interactive est créé pour les jeux vidéo Disney. Courant 95 et 96, Disney fait des investissements massifs dans la télévision, en prenant 80% des parts de Capital Cities ABC, qui est un énorme groupe de médias américains, donc ils vont notamment posséder ESPN, qui est une des plus grosses chaînes de sport aux États-Unis. Février 1996, la Disney Cruise Line est créée. En mai, Disney et McDo signent un contrat d'exclusivité pour les jouets présents dans les Happy Meal dans le monde. Ce qui veut dire qu'en fait, cette année-là, tous les jouets Happy Meal sont des jouets Disney. Le 24 février 1997, Disney achète 5% des parts de Pixar et signe un accord de coproduction pour 5 longs métrages d'animation intégralement en images de synthèse. 1998 marque la création des Walt Disney Theatrical Productions avec la comédie musicale du Roi Lion. L'entrée dans les années 2000 est un petit peu compliquée pour Disney puisque les nouveaux parcs en fait rencontrent un succès très très mitigé et les Disney Stores sont de moins en moins rentables. Alors, est-ce que ça va être la fin de l'engouement de Disney? C'est pas si sûr. Les audiences de ABC sont en baisse et afin d'y remédier, Disney achète la Fox Family Worldwide qui deviendra ABC Family. En 2004, Disney éclate alors son catalogue pour créer un bouquet par type de chaîne. Avant, en fait, il n'y avait qu'une seule chaîne ou deux, il y avait une chaîne Disney Channel, une chaîne ESPN, etc. Et maintenant, il y a 10 chaînes ESPN, 10 chaînes ABC, 10 chaînes Disney, enfin voilà. 2005 marque un tournant à la direction de la marque de la souris. Michael Eisner est de plus en plus en difficulté et il n'est pas renouvelé dans ses fonctions ayant pris des décisions stratégiques sans l'accord du board. Notamment, il y avait eu une tentative d'OPA de la part de l'opérateur TV Comcast. Et c'est Robert Iger qui prend sa place. Alors il faut savoir que Robert Iger, il était présent chez Disney depuis 1999 parce qu'il était à la tête d'une des filiales de Disney. Et auparavant, il était président de ABC. Donc il connaît quand même bien l'environnement. Le 5 mai 2006, Disney finalise le rachat de Pixar. Le 9 juin, l'entreprise signe un accord un peu particulier pour vendre des fruits sous le nom Disney. Et en France, c'est Carrefour qui distribuera des mini-tomates Disney. Voilà, pour la petite anecdote. La même année, Disney lance une stratégie super agressive d'obtention de droits télé pour le sport avec ESPN. En 2007, Disney lance une politique d'investissement dans des chaînes télé à l'étranger, notamment en Inde, en Espagne et en Russie. Le 8 février 2009, Disney signe un accord avec Spielberg afin de distribuer pendant 6 ans 30 films de DreamWorks. Disney se lance également dans l'écologie en investissant dans la préservation de forêts en République démocratique du Congo et au Pérou. Bon, en fait, c'est un peu du greenwashing, ils n'ont pas mis tant d'argent que ça. Je crois que les investissements étaient à un peu moins de 4 millions de dollars. Donc bon, voilà. Les frères Weinstein sont remerciés et quittent Miramax. 1er janvier 2010, Disney change un peu de dimension en fait, puisqu'il rachète Marvel Entertainment. Et à la fin du mois, Disney annonce la fermeture de Miramax, ce qui pourrait entraîner la perte de 80 postes. Au final, à la fin de l'année 2010, Disney ne fermera pas Miramax mais le vendra. Le 12 mai 2010, achat d'une nouvelle licence par Disney, les Power Rangers. Disney annonce le rachat de Lucasfilm le 30 octobre 2012 pour 4 milliards de dollars. Le 24 mars 2014, Disney achète le studio YouTube Maker Studios pour le recrutement de nouveaux talents.
On arrive à la fin. Les années 2010 sont synonymes de restructuration chez Disney. De nombreux dirigeants de grandes entreprises américaines, donc Nike ou Warner par exemple, sont nommés au board. Disney annonce vouloir concurrencer Netflix et présente officiellement Disney+ le 12 avril 2019. Et il faut savoir que ce service est arrivé en France le 7 avril 2020. Après cette introduction un peu lente et fastidieuse, on va passer aux choses sérieuses. On a posé les bases. Je vais vous poser une première question, Julien et Enguerrand. C'était quoi votre rapport avec Disney, Julien? Disney, moi, c'est vraiment, je pense, comme beaucoup de personnes, au final, c'est quand même les premiers films d'animation qu'on a vraiment vus. Je pense pour la raison, c'est que c'est quelque chose de transgénérationnel. Moi, mes parents, je pense que ils avaient confiance dans ces programmes-là parce qu'ils les regardaient quand ils étaient petits. Donc ma mère, en plus ma mère était prof en maternelle, donc elle était vraiment portée sur une bonne sélection des programmes que je devais voir quand j'étais petit. Donc on est passé par les Blanche-Neige, les Cendrillon, les Bambi, Pinocchio, tout ça. Oui, les classiques des premiers longs métrages Disney, quoi. Ouais, les premiers films d'animation qu'ils ont réalisés. Et puis donc j'ai vraiment beaucoup regardé, voire plusieurs fois les mêmes films. Ce qui fait que par exemple tous les films du début du 21e siècle, donc je pense à Cusco ou Atlantide par exemple, c'était des Disney qui étaient plus modernes dans leur histoire, dans leurs personnages, c'était plus axé comédie ou film d'aventure. Il y avait beaucoup moins ce côté mignon, innocence, magie. C'était peut-être des films un peu plus matures et avec un côté. Alors, je pense notamment à Cusco, qui est un film absolument magnifique. Cusco, c'est de l'absurde total, quoi. Ouais. Donc, Ouais. c'est quand même très très différent, effectivement. Ouais, et du coup, je pense que c'était pas forcément au goût de mes parents, en tout cas de ma mère. Donc c'est vrai que c'est des films que j'ai loupés. Je sais même plus si je les ai vus en salle ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas les films que j'ai eu l'occasion de revoir étant petit parce que mes parents étaient pas forcément fans. Mais quoi qu'il en soit, du coup, Disney, ça a quand même pas mal bercé mon enfance. J'ai pas tellement en termes enfin, ça a pas spécialement forgé ma passion pour l'animation en termes, en tout cas, de mise en scène, enfin, que ça m'ait vraiment frappé au point que je me dise, tiens, bah, c'est vraiment des films de ouf, donc j'ai vraiment trop envie de travailler dans l'animation, parce que du coup, en ce moment, je travaille dans l'animation. Je pense que c'est plutôt des films comme les films du studio Ghibli qui m'ont plus forgé cette passion-là en termes de plutôt professionnelle mise en scène, parce que c'est des films qui, étant petit, m'avaient beaucoup plus marqué dans le sens où il y avait des problématiques plus complexes, avec des univers beaucoup plus matures aussi, qui m'ont peut-être plus marqué étant jeune. Et puis ils sont peut-être un peu plus poétiques aussi. Ils ont ce côté qu'avaient peut-être les premiers films d'animation Disney, qui étaient vraiment très poétiques. Enfin, Bambi, c'est hyper, c'est vraiment très très poétique. Et c'est vrai qu'on a perdu cette poésie en fait au fur et à mesure, alors que les films des studios Ghibli, au contraire, n'ont jamais perdu cette poésie-là. Ouais, clairement, c'est pas. Après, en effet, c'est pas du tout les mêmes intentions maintenant. Disney va enfin, on en parlera, je pense, mais je pense qu'il y a clairement d'autres objectifs qu'ils ont en tête. Oui, je Et pense puis, qu'on l'a entendu pendant l'introduction. clairement, on le remarque assez facilement dans leurs objectifs commerciaux et managériaux, mais ouais, pour en revenir au tout début, c'est vrai que, enfin, par rapport à moi, mon rapport à ça quand j'étais plus jeune. Disney a plus joué un rôle d'univers magique et assez, enfin qui pour moi il y avait une part de réalisme dedans parce que je les ai vraiment vus étant petit et je pense que ça s'est vraiment concrétisé cette espèce d'imaginaire palpable avec Disneyland. Quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'aller au moins une fois par an à Disneyland. Et c'était vraiment un rendez-vous de ouf pour moi. Quand j'y arrivais, j'avais l'impression que j'étais plus du tout. Je réalisais même pas que j'étais pas loin de chez moi. Enfin, pour moi, j'avais vraiment débarqué dans un univers parallèle, que c'était pas du tout à Marne-la-Vallée. Enfin, voilà. Au bout du RER. Exact. Beaucoup moins sexy maintenant. Mais, enfin, dans ma tête. Et
Et c'est vrai que ça a beaucoup marché sur moi à Disneyland. J'avais l'impression, quand j'étais petit, que comme le temps passait plus lentement, pour moi, j'avais l'impression que je passais des heures infinies là-bas, qu'il y avait vraiment les personnages Disney qui vivaient là-bas. Du coup, par exemple, tout leur intention de créer un univers qui te fasse ressentir toute la magie quand t'es petit et tout ça, je trouve que ça a beaucoup marché sur moi. Ouais, Euh, l'illusion a bien fonctionné. Exactement. Et puis ça m'a beaucoup marqué. Hmm. Même encore aujourd'hui, quand j'y retourne, j'ai beaucoup de flashbacks de ce que je m'imaginais quand j'étais petit. Enfin, c'était assez fort. Ouais. Et en termes de films, plus précisément, moi, je sais qu'il y a, par exemple, Mary Poppins qui m'a beaucoup marqué, parce que je pense qu'il a développé mon appétit pour les comédies musicales. Ouais. Celui-là et Chantons sous la pluie m'ont vraiment beaucoup marqué. Et je sais que j'étais très impressionné par le mix live action, donc avec des acteurs réellement présents dans le film et des personnages d'animation. Ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant étant plus jeune. Et aussi, Disney, quand je pense à Disney, je pense tout de suite aux princesses Disney. Parce que je pense que quand j'étais jeune, enfin, je pense, c'est sûr, je me suis beaucoup identifié aux princesses. Ouais. Je pense que j'ai vraiment, et ça a exercé une fascination pour moi sur les princes. Et je pense que ça a pas mal amorcé mes réflexions sur mon orientation sexuelle et Hmm. le genre aussi. Hmm. Enfin, évidemment de manière pas aussi complexe que ce que j'ai maintenant comme réflexion, mais ça a pas mal tilté chez moi. Ouais, ça t'a vraiment frappé en fait intérieurement, quoi. Ouais. Et puis Mulan, par exemple, ça me vient en tête, qui décide de se faire passer pour un garçon pour pouvoir aller combattre à la place de son père. Tout ça, ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Ça avait vraiment, ça avait résonné en moi et du coup, bah, en soi, Disney a pas mal peut-être influencé aussi ces questionnements très intimes. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, au-delà de l'animation, je pense que Disney a aussi été ça a aussi été les films qui m'ont lentement transitionné vers des films live action. Hmm. En disant ça, je pense à Pirates des Caraïbes, qui, je pense, est une des premières sagas un peu plus dark que j'ai vu étant assez jeune. Je pense qu'il y a celle-là, et puis chez Warner, il y avait Harry Potter. Je pense que c'est Pirates des Caraïbes. C'est une saga qui proposait de l'action, des personnages un peu starbés, un peu fous. Il y avait de l'horreur un peu, et il y avait une réalisation qui était assez soignée Hmm. pour une histoire qui avait pas été faite avant. Donc, je sais que ça m'a beaucoup marqué. Et encore aujourd'hui, je trouve des films de qualité on en parlera plus tard, mais je pense que je ne retrouverai pas tout de suite chez Disney. Bah après, je fais un tout petit aparté sur Pirates des Caraïbes parce qu'il sort un petit peu du lot celui-là. Pirates des Caraïbes, en fait, il faut savoir, bon, l'acteur principal est Johnny Depp. Et à l'époque du premier film, Johnny Depp est un acteur hyper bankable. Et quand il est arrivé chez Disney pour faire Pirates des Caraïbes, il a été extrêmement clair dès le début. Et il a dit, si vous ne me laissez pas faire ce que je veux, je m'en vais. Et face au carton que ça a été, parce que je pense qu'au début, Disney a dû dire oui, 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 d'accord, si tu veux. En fait, le succès a tellement été monstrueux qu'ils ont fait oui, oui, d'accord, ok, bah on te laisse faire ce que tu veux maintenant. Et c'est pour ça que la saga Pirates des Caraïbes tranche complètement en fait avec le reste et que c'est un film peut-être plus mature, plus sombre. Bon après ça casse pas trois pattes à un canard, hein, ça reste un film accessible, enfin qui doit être accessible pour tous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette part de créativité, peut-être, peut-être un peu plus de folie qu'il n'y avait pas dans d'autres films. Ouais, clairement, je te rejoins là-dessus. Et pour finir sur ça, je pense que il y a aussi un truc plus sur un aspect, on va dire, business, où quand j'étais plus jeune aussi, j'avais remarqué enfin, j'étais tellement fan des films que j'étais même en train d'observer les jaquettes des DVD comme un fou. Enfin, je regardais tous les détails, je sais pas, j'exerçais vraiment une fascination là-dessus. Mm. Et je me souviens que justement, je parlais là des films du studio Ghibli. Il y avait le petit logo Buena Vista sur les jaquettes. Avec le château et tout. Ouais, exact.
Et, euh, et je me souvenais que ça m'avait frappé parce que j'étais, mais je comprends pas, c'est pas Disney. Pourquoi il y a Disney? Et en plus, il n'y a pas marqué de Disney ailleurs, spécialement sur le DVD. Mais du coup, j'ai compris assez, pas si tard d'ailleurs, que Buena Vista, donc qui est maintenant, qui est responsable en fait de la distribution internationale des films Disney, ils vendaient les films du studio à l'international. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion, mais j'ai pas trop la réponse. C'est que finalement, ces films-là, ils ont terminé sur Netflix, d'ailleurs, les films Ghibli en France, et puis je crois qu'ils vont être pris par HBO Max pour les États-Unis. Et je trouve ça marrant que Disney soit ait plus les droits dessus, soit ils sont, enfin, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça étonnant que du coup, il y ait même plus, ce soit même pas sur Disney Plus ou qu'il n'y ait pas eu de réflexion de Disney par rapport à ces films-là. Ah, c'est clair que ça aurait pu être un argument de vente terrible en fait de dire on va créer Disney+, donc du coup sur Disney+, on va mettre tous les Marvel qui étaient sur Netflix, même tous les films en fait qui étaient sur Netflix, qui étaient Disney, passent sur Disney+, parce qu'il y avait Mulan, il y avait Hercule, enfin il y avait plein de dessins animés, donc déjà ils font ça très bien, mais en plus t'imagines, ils passent les films des studios Ghibli, enfin je comprends pas. Alors effectivement, il y a peut-être eu une cession de droit ou un distributeur différent, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est une opportunité complètement. Enfin, c'est dommage en fait qu'ils aient pas fait ça, quoi. Ouais, ouais. Mais ça m'avait pas mal tiqué, mais voilà. Ok, ok. Et toi, Enguerrand, du coup, c'est quoi ton rapport avec Disney? Mon rapport avec Disney, il commence comme chaque enfant en fait. Les parents, ils ont forcément. Mes parents, ils avaient des cassettes de Disney, beaucoup de cassettes de films qu'eux-mêmes avaient vus. On regardait des films Disney. Mon expérience qui m'a marqué, c'est en fait chaque été, on partait à la plage et il fallait toujours aller dans un club Mickey. Toujours le même club Mickey. Ouais. Le club Mickey, en gros, c'est une sorte de club où les parents mettent les enfants pour aller bronzer. Et toute la journée, il faut donner aux enfants des jeux, des trucs à faire. Toute la journée, on est constamment douché de cadeaux en plastique. Ouais, non, déjà, et puis surtout, où que tu regardes, quel que soit ton champ de vision, il y a Mickey. C'est assez effrayant quand même. Genre, t'as des drapeaux, il est partout sur les murs, les drapeaux et tout. Enfin, c'est un enfer, quoi. Surtout, il n'y a pas qu'un seul club Mickey. C'est genre, il y a bien 5 clubs Mickey sur Oui, en plus. toute une plage, quoi. Donc, on y allait chaque été et c'était vraiment génial. Ouais. Et puis, 2 fois par an, en général, on allait au parc d'attractions avec ma mère. Et à chaque fois, c'était le moment, c'était la fête, quoi. Si on regardait des dessins animés pendant qu'on il y avait plein de malbouffe, plein de personnages qu'on avait vus dans les films. Hmm. Et donc, j'en garde un très bon souvenir. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus on avance, plus on se dit que c'est vachement bizarre, en fait. Alors, pourquoi distribuer autant de jouets? Pourquoi cibler uniquement les enfants? Quand tu regardes ça, c'est un peu comme l'exemple que tu dis avec McDo, en fait. C'est McDo, ils font pareil, Coca, ils font pareil. C'est quand tu sors de l'enfance, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles ont ces entreprises à vouloir me donner des trucs, quoi. Puis il y a une pression exercée assez terrible sur les enfants, quoi. C'est vraiment tout le temps Disney, 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 Disney. Et voilà. Matin, midi et soir, c'est Disney, quoi. Et ceux qui payent, c'est les parents aussi, parce que c'est eux qui mettent les mains à la poche. C'est pas Ouais, tout à fait. moi qui, avec mes petits pieds, allais prendre leur app. Et donc j'allais à Disney, je mangeais des produits Disney, et j'ai même fait du golf à Disney. Ah ouais. Ouais, il y a un golf. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais il y a une partie de mon cerveau qui appartient à Disney. Tellement c'est fourni en souvenirs, en jeux et en films, en émotions, Ouais. qui ont été créés par Disney. Et donc à ce moment-là, bon, je suis pas non plus un mouton, et je vais voir un peu quels sont les rouages, Ouais, c'est ça, tu te renseignes. et en voyant d'autres films aussi, en voyant les critiques qui sont faites à Disney. Et au final, j'ai une vision maintenant plus sombre, un peu la désillusion de l'enfance en fait. On se rend compte que c'est un peu comme découvrir que le Père Noël n'existe pas, tu vois. Il y a des gens dans les costumes de Mickey. Ouais. Oui, c'est un peu tout l'envers du décor que tu découvres, et en fait, comme t'as grandi, tu trouves ça presque pas choquant, mais tu dis
je suis stupide en fait d'avoir cru à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout que, Vers quel âge tu t'es rendu compte de ça, Enguerrand, à peu près? en fait, c'est, on va dire que quand Disney a racheté Marvel, en fait. Parce que je suivais Donc en 2010. voilà, c'est le film, les films Avengers, j'étais un gros fan. Enfin, je regarde encore tous les films Avengers. Et déjà, tout ce que proposait Marvel, j'étais dedans. Et j'aimais bien mon côté, c'était un côté rebelle, tu vois, genre je regardais des films d'adultes avec des explosions et tout. Oui. Et puis, voir Disney associé à l'enfance racheter ça, oui, c'est fort en fait. C'est plutôt, est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait ce coup-là avant? Et est-ce que en soi, la marque Disney, elle est dans plus d'endroits qu'on ne le pensait en fait. C'est ça, c'est peut-être plus vicieux que ce que ça en a l'air, quoi. Pas forcément vicieux, mais tu vois, c'est une logique marketing. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Moi, je pense que, à mon avis, j'ai dû m'en rendre compte aussi avec un rachat, mais je pense que moi, c'était avec LucasArts. Parce que je sais pas pourquoi. Marvel, encore, je sais pas, ça m'a pas tellement choqué, je crois, de voir des super-héros avec Disney et tout. Mais par Mmh. contre, Star Wars, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais quel est le rapport? Et quand enfin, je connaissais pas Star Wars en plus à l'époque, parce qu'au moment du rachat, parce que c'est quelle année déjà le rachat, t'avais dit? Rachat, c'est 2012, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'était pas. C'est tout à fait ça, c'est le 30 octobre 2012. Ouais, bah en 2012, j'avais quasiment pas vu un seul Star Wars. Et du Ah coup, ouais, à 17 ans, t'avais jamais vu de Star Wars. jamais. J'avoue que je les ai regardés quand le 7 est sorti, et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va tout rattraper. Pour te mettre Mais au pas. c'est bien. Mais ouais, je sais pas pourquoi, du coup, c'était quelque chose de. Enfin, pour moi qui n'avais aucune connexion à l'univers Disney, et quand ils ont racheté ça et qu'ils voulaient refaire des films et tout, j'étais waouh, ok, ils sont partis pour juste se faire du fric, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Alors, j'ai un peu le même rapport que vous, en fait, avec Disney. C'est-à-dire que il y a une vraie fascination et une attente à chaque film de Disney, enfin, quand j'étais petit. En tout cas, je me souviens pas en avoir vu beaucoup au cinéma, mais en tout cas, quand j'allais en voir un sur la télé, il y avait une vraie attente et il y avait une fascination de ce qui se passait. En fait, c'était des dessins animés vraiment bien doublés, émouvants pour certains, avec des valeurs qui sont véhiculées. Et quand t'as 5 ans, bah ça passe tout seul, quoi. Enfin, t'es devant, c'est incroyable. Il y a vraiment ce côté magique, comme tu le disais, Julien, en fait, qui est associé à cette image de Disney quand t'es enfant. Et magie et Disney, c'est indissociable. C'est vraiment Disney te vend de la magie. Point. Et alors après, personnellement, je suis allé qu'une seule fois dans ma vie à Disneyland quand j'étais tout petit. Je me souviens pas de grand chose. Donc en fait, j'ai juste entendu des échos, quoi, vos expériences par exemple. Et je me souviens pas en fait avoir été marqué moi par la magie de Disney chez Disneyland. Je sais pas, il y avait un truc qui me semblait étrange, mais bon, voilà. Et en fait, mon rapport a aussi évolué quand Disney a commencé à faire des rachats massifs de studios. Bah, Marvel, ça a été le premier truc qui a commencé un petit peu à me mettre la puce à l'oreille. J'étais un très très gros fan des Spider-Man et en fait, bon, Spider-Man c'est une licence un peu particulière qui n'est pas détenue par Disney mais par Sony. Mais du coup, moi, ma grande inquiétude, c'était mais que va-t-il se passer pour Spider-Man, quoi? Parce que c'est une licence trop bien. Il y a bon, les films ont la qualité qu'ils ont, mais globalement, c'est une licence vraiment cool. Il y a plein de personnages. Les films, globalement, étaient quand même, enfin, sont devenus, je pense, assez kitsch aujourd'hui, mais étaient plutôt sympas. Enfin voilà, c'était la grosse inquiétude. Et puis, au rachat de LucasArts, je me souviens d'avoir lu dans un magazine, genre, je sais plus comment ça s'appelle, magazine Première, je crois, Mhm. un magazine sur le ciné. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais attends, déjà, George Lucas vend sa licence. Pourquoi tu fais ça, en fait? Et J'adore l'argent, ensuite, ouais.
Oui, l'argent, effectivement, quand on voit le chèque qu'ils ont pris, je peux presque comprendre. Et ensuite, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et dans l'évolution de ma pensée, c'était, ah, va y avoir rachat par Disney, cool, va y avoir des nouveaux films, ou en tout cas du nouveau contenu Star Wars. Et tu te dis, c'est trop bien, c'est chouette, va y avoir trop de trucs et tout. Et quand tu vois les bouses internationales qui sont sorties au cinéma, c'est mais une catastrophe de voir ce que c'est devenu. Et c'est vraiment ça, c'est hyper, bah, à part Rogue One, qui est un film, vraiment top. Bon, scénaristiquement, c'est pas fou, mais c'est un film très, très joli et les personnages jouent plutôt bien. En fait, tu te rends compte qu'il y a vraiment une linéarité dans la créativité chez Disney, où genre, d'un coup, Disney s'est dit: «Allez, on va faire du contenu lisse». Genre vraiment, il faut coller absolument à ce que fait la société. Il faut qu'on continue, pardon, de vendre, absolument. On va faire une héroïne. Dès le premier opus, elle a des méga pouvoirs, elle défonce tout le monde. Tu dis: «Mais attends, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?» Ah et puis on va remplir quelques quotas aussi, genre histoire d'eux et tu dis: «Mais non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire en fait. Enfin, vous remplissez des quotas juste pour remplir des quotas, c'est juste nul. Enfin, genre c'est pas comme ça qu'on fait, enfin». Puis en plus, il y a eu tellement de problèmes de production derrière. Je pense que là, mon rapport avec Disney aujourd'hui, avec, l'achèvement, de la trilogie, de la dernière trilogie Star Wars, enfin mon rapport avec Disney est complètement cassé. En fait, à chaque fois, j'y croyais encore, mais je me suis dit après le 9, je suis sorti du ciné, je me suis dit: «Mais en fait, Disney, ils s'en foutent quoi, enfin ils se foutent vraiment de nous, c'est pas possible autrement. Enfin, ils sont juste là pour faire des thunes». En fait, à chaque fois, tu te dis: «Allez, c'est bon, j'y crois cette fois-ci, ils vont peut-être faire quelque chose de bien et tout» et en fait, non. Donc du coup, c'est vrai que le rapport avec Disney aujourd'hui est très, très différent et puis surtout, bon, quand tu commences à faire quelques recherches, sur tout ce qui a pu se passer avec eux, leur politique de rachat, leur politique de ressources humaines, leur éthique, tout ça, tu te dis: «Ouais, mais en fait Disney, eh bah, ça pue un peu quand même». Donc bon, Si je peux rebondir, justement, tu parlais ouais. de ce truc de savoir que enfin, t'es déçu de voir un film Disney et tu leur laisses la chance à chaque fois. J'ai l'impression que c'est un peu le bis repetita qui arrive sur beaucoup de leurs productions dernièrement. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, ça me l'a beaucoup fait sur, sur les remakes qu'ils ont fait de leurs propres dessins animés. Oui. Parce que c'est un truc où moi, au début, le concept m'intéressait. Surtout qu'ils l'avaient déjà fait un peu ils avaient déjà fait Les 101 Dalmatiens, ils avaient déjà fait Alice au Pays des Merveilles. Puis moi, bon, c'était pas incroyable, mais ça avait quand même, ça avait mérite d'exister pour moi. Mmh. Et après, ils ont commencé à partir sur une adaptation par an quasiment. Et je sais qu'au début, le concept m'intéressait de voir qu'est-ce que ça pouvait rendre en termes enfin, de visuellement, comment on pouvait transposer ce film d'animation dans un univers pseudo-réaliste. Et à force, chaque année, de voir le film, ou même des fois, je le voyais pas, j'avais même pas envie de le voir, mais je me disais, oui, mais en même temps, il peut y avoir un intérêt, on sait jamais, ils peuvent ajouter des éléments intéressants, ils peuvent recontextualiser l'histoire dans notre, enfin, dans nos problématiques actuelles de Ouais. 2020, enfin de 2010. Et en fait, à chaque fois que j'en ai vu un, j'étais déçu, quasiment. Et pourtant, à chaque fois, je pense que je vais le voir, le live action. Je vais finir par le voir parce que je vais quand même laisser cette espèce de chance en me disant, oui, mais quand même, enfin, il peut y avoir une possibilité que ça soit bien, ou ah, ça m'intrigue quand même de voir comment ils ont fait. Et il y a une espèce de cercle vicieux, moi, qui m'énerve personnellement, enfin, moi, mon rapport vis-à-vis de ça, Mmh. c'est que je sais que je vais être déçu, mais pour autant, je vais quand Tu même vas. aller voir Ouais. parce que je vais me dire, ouais, mais quand même, ils ont fait un boulot dessus, moi, ça m'intriguerait de regarder. Du coup, je suis un client où je vais y aller les yeux fermés, alors que je sais très bien que ça va pas être à mon goût, quoi. Moi, c'est parfaitement l'inverse, en fait. Je sais que je vais être déçu, donc je refuse catégoriquement d'aller le voir. Ouais et ben je suis comme toi, Enguerrand. En fait, je sais
En fait, tu sais que tu vas être déçu quand tu vois le casting, en fait. C'est-à-dire qu'avant, Disney d'ailleurs, et comme beaucoup de films, de studios d'animation, avant, c'était des vrais doubleurs qui doublaient les films. C'était des mecs dont c'était le métier. Alors parfois, t'avais une resta pour la mettre sur l'affiche, quoi. Mais globalement, c'était des doubleurs, des mecs qui savaient doubler, et, c'était chouette parce que il y avait une très bonne direction du doublage, et c'était voilà, et ça rendait bien, et aujourd'hui ça l'est toujours, et quand ça reste toujours bien aujourd'hui. C'est des doublages qui n'ont pas vieilli, et voilà, c'est trop bien. Or quand tu vois les live action aujourd'hui, quand tu vois les castings, tu te dis mais enfin chacun son métier, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Jamel Debbouze et Alban Ivanov, mais Zimmer, les mettre en Timon et Pumba sur le live action du Roi Lion, enfin, mais qu'est-ce que c'est débile de faire ça. Enfin, je veux dire, on a tous dans notre tête les doubleurs de Timon et Pumba qui ont des voix en plus que je trouve assez marquantes. Là, tu vois ça et tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Et c'est vraiment, c'est vraiment terrible, quoi. Bah, Roi Lion, au-delà même de ça, pour moi, il y avait un gros problème parce que pour moi, c'était l'achèvement de la totalité de leur remake, dans le sens où c'était pour moi le projet flemmard fois 1000 et le produit marketing nostalgique à 100%. Alors que, enfin, les autres films, moi, ce qui m'énervait, c'est que il y avait soit c'était pas du tout adapté au goût du jour, comme ce que j'espérais pour pas mal de leurs films. Là, j'ai récemment, le seul que j'avais pas vu encore, c'était Cendrillon. Quel enfer! Genre, c'est niais, c'est une copie complète du dessin animé, sauf qu'en plus, il n'y a pas du tout l'aspect comique, parce que les souris, bah, elles sont pseudo-réalistes, donc elles parlent pas, mais elles font des bruits. Mais du coup, il n'y a aucune symbiose entre bah, une des caractéristiques principales, qui est que Cendrillon peut parler aux animaux. Bah là, enfin, il y a plein de scènes, c'est ridicule. T'as l'impression que c'est une tarée qui se balade, qui est avec des animaux, et qui est genre en train de rigoler comme. Enfin bref, je trouve que ça perd toute la saveur qu'avaient les dessins animés par rapport à ça, et du coup, je comprends pas l'intérêt de vouloir les réadapter en live action. Et pour moi, genre, après visuellement, il y avait des choses assez intéressantes, mais bon, ça fait pas un film, je Ouais. trouve. Et le Roi Lion, le truc, c'est qu'ils ont voulu non seulement ils ont fait une copie de l'histoire, donc clairement, il n'y a rien de nouveau. Et en plus de ça, visuellement, bah, c'est limite, quoi, parce que c'est la même chose qu'avec les souris dans Cendrillon. C'est que tu te retrouves avec des animaux pseudo-réalistes, Mm. et du coup pseudo, parce que en même temps, ils parlent, mais ils ont aucune expression faciale, puisqu'ils voulaient que ça ressemble à des animaux. Du coup, t'es genre, bah oui, mais du coup, quel est l'intérêt? Ouais, il y a des choix artistiques sur l'animation qui ne collent pas, en fait, tout simplement, et ils tuent tout le principe même, en fait, du film, et c'est hyper bancal. Exactement, ouais. Et c'est dommage. À la rigueur, moi, les deux lives que j'ai trouvé intéressants, c'est le livre de la jungle, parce que visuellement, je trouvais il y avait quand même une recréation de l'univers qui était assez bien réussie. J'avoue que moi, je suis re-rentré dedans facilement. Et Dumbo, parce que même si voilà, il est critiquable sur des aspects de facilité de scénario, de ceci, cela, il a quand même le mérite d'avoir proposé une sorte de suite à Dumbo en un film. Et du coup, je trouve qu'il y a eu pareil là, une réappropriation de l'univers, et on a voulu étendre, parce qu'au final, le dessin animé Dumbo, il doit durer quoi, 1 heure, grand max, c'est quand même super psychédélique, un peu barré. Et là, ils ont gardé un peu cet aspect, mais aussi rajouté une histoire un peu plus fournie. Et je trouvais que ça avait le mérite, encore une fois, d'avoir une existence, contrairement à des films comme La Belle et la Bête, où ils ont fait le live, c'était le copier-coller du dessin animé, que c'est super niais, que, enfin voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me fatigue beaucoup, mais bah voilà, comme je disais, j'ai toujours mon intérêt qui est un peu relancé à chaque fois. Là, par exemple, Mulan, bah mine de rien, ils font un live qui devrait sortir cet été, si avec le confinement Ouais, tout il va bien. devait sortir le 24 mars à la base. Ouais, c'est ça.
Bah, c'est un film qui m'intrigue parce qu'ils ont l'air d'avoir voulu recréer quelque chose autour de Mulan. Il n'y a plus les Ouais. mêmes personnages, il y aura pas Mushu, il y aura pas de chanson même. Euh, donc pourquoi pas. Mais voilà, je suis quand même toujours assez frileux. Moi, celui-là, pour le coup, c'est un film que j'attends avec impatience, quoi. Mm. Ouais, mais après c'est procès de nostalgie en fait. Oui, ah non, mais complètement. Et c'est assumé, je pense, de la part de tout le monde. Et en fait, ils ressortent ces films en intégrant des critiques qu'ils ont eues à l'époque de la sortie, comme par exemple Mm. le féminisme dans La Belle et la Bête, l'esclavagisme dans Dumbo. Mais c'est, on dirait, plus de l'opportunisme qu'une vraie idée de bousculer le genre de Disney, quoi. Ah non, mais et puis t'as tout à fait raison, parce que c'est certainement ça enfin c'est même pas c'est certainement, c'est totalement ça les raisons qui les poussent à faire ça. Ça, plus l'argent. Donc c'est vrai que nous, on se laisse avoir parce qu'on est nostalgique et que bah ouais, Mulan c'était quand même chouette quoi. Enfin comme film, Aladdin aussi c'était trop bien. Enfin tu vois, c'est des live action, tu te dis ah mais peut-être que ça va être cool quand même. Et non, pas du tout. Donc comme ça, voilà. Et on est stupide parce qu'on y va à chaque fois. Donc bon. Clairement. Mais en plus, il y a ça, il y a cette nostalgie et il y a aussi créer cet appétit pour. Enfin, je sais que j'avais vu aussi cette envie de ramener aussi les nouveaux spectateurs, les enfants de cette génération-là, pour leur proposer leur, entre guillemets, version du classique Disney et que ce soit le film de leur génération et que Mm. ce soit une génération de films live et tout. Et genre, bah, j'ai peut-être un commentaire de vieux, genre grincheux, mais c'est vrai que je sais pas, il y a déjà un dessin animé par rapport à ça, et justement, bah, pourquoi pas proposer de nouveaux films live action ou de nouveaux films d'animation originaux qui seraient justement les héros et héroïnes des générations d'aujourd'hui, quoi, sans Ouais. reprendre de vieilles créations et essayer de les remettre au goût du jour, ce que je trouve être le total vers la paresse absolue, quoi. Ouais, parce que c'est pas nouveau cette histoire de ressortie. C'est Blanche-Neige, il a dû ressortir 4 fois en VHS, 2 fois en laserdisc, 6 fois en DVD, 7 fois en Blu-ray, donc c'est ce à quoi ils sont habitués, mais pas à prendre des risques. C'est vrai. C'est vrai. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc Disney nous impressionne quand même vraiment de moins en moins en termes de contenu. Je voudrais juste faire un petit aparté sur le line-up de Disney aujourd'hui, parce que c'est pas des films Disney qui sont dans le line-up en fait, enfin du moins très très peu. Euh, Mais oui, ce sont des films produits par Disney, enfin oui, mais ce sont pas des licences originales Disney, c'est ça que je veux dire, ce sont des choses qu'ils ont rachetées. Et c'est vrai que, enfin, quand tu vois le line-up Disney, il est composé principalement de films Marvel, en fait, avec leur phase 4 là qui sont en train d'amorcer. Donc ouais, ouais. bah, je crois que j'avais regardé et sur les 15 films qu'ils ont à peu près annoncés pour jusqu'à 2022, il y a 9 films Marvel. Voilà. C'est énorme. C'est C'est énorme. énorme. Mm. Et Julien, est-ce que tu pensais que Disney allait devenir un tel mastodonte aujourd'hui? Euh, non, je pense. Je me souviens justement quand je me suis rendu compte que Disney changeait aussi un petit peu d'image et tout avec LucasArts, enfin le rachat de LucasArts. Je pense que avant cet achat-là, pour moi, Disney allait rester enfin, déjà, premièrement, j'avais pas conscience de toutes les acquisitions qu'ils avaient déjà avant, Ouais. que ce soit télévision, que ce soit même dans d'autres secteurs qui ne sont pas forcément audiovisuels. J'avais pas conscience de leur présence aussi forte. Et avec LucasArts, je me suis rendu compte que bah si, ils étaient en train de bouffer de plus en plus de programmes, de sociétés. Et je pensais quand même pas qu'ils allaient en arriver à bah, le récent achat en mars dernier de la Fox, qui pour Ouais. moi est vraiment énorme parce que enfin moi je le vois comme un énorme, enfin un risque énorme d'avoir comment dire,
ils ont la main mise sur un marché cinématographique et audiovisuel qui est quand même très puissante. Et la concurrence, elle commence à se réduire progressivement. Et c'est à en croire que dans 20 ans, il y aura que Disney, parce qu'ils vont racheter Universal, parce qu'ils vont racheter... Enfin, c'est ça que moi qui m'impressionne. Et tu m'aurais dit il y a 10 ans que Disney allait racheter la Fox, tout ça, je serais genre, bah tu rigoles. Non, la Fox, ils sont indépendants, c'est bon. Et aujourd'hui, Disney possède 33% des studios d'Hollywood. Ouais, c'est énorme. Un tiers. Un tout petit peu moins de 33%. Donc c'est... C'est-à-dire en termes de revenus. Alors je sais pas si c'est en termes de revenus. J'avais vu une infographie à ce sujet-là. Non, je pense que c'est vraiment sur tous les grands studios de Hollywood, 33% c'est Disney, avec tous les rachats qui ont été faits. Donc c'est vraiment, enfin, gigantesque, quoi. Donc bon. Puis, enfin, également, Disney est quand même de plus en plus présent, mais paradoxalement, le studio quand même évite de rappeler sa présence dans le marketing des films. Ouais, clairement. Ouais, parce que Donc- ça a été une des premières critiques au rachat de Lucasfilm, c'est que Disney va faire des films Star Wars un film Disney, quoi. La critique que tout le monde avait, que ça allait être des histoires niaises. C'est ça, et on présentait Rey, la personnage principale, comme une princesse Disney. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à cette présence de marketing, moi je l'avais vu par rapport à la Fox surtout parce que à la rigueur Marvel et bon Lucasfilm, comme je disais sur le coup Star Wars ça m'a choqué. Après je me suis dit oui bon bah c'est des films de science-fiction, ça peut rentrer facilement dans un line-up Disney. Mais la Fox, moi j'avoue que la Fox, je me rappelle surtout de films de science-fiction, pas forcément tout public, genre iRobot avec Will Smith euh, ou même là récemment, il y a des films d'horreur qui sont en stand-by. Enfin, je pense à un film d'horreur qui devait sortir cette année qui s'appelle Les Affamés ou Affamés et qui est en stand-by parce que confinement tout ça. Mais c'est marrant parce que c'est pas une priorité de Disney. Bizarrement, on va pas d'abord parler de ces films-là. On va d'abord parler des films tout public et puis on va essayer de les caser dans le line-up, quitte à ce que l'autre on voit plus tard, quoi. Et bref, moi j'avais vraiment cette image de film plutôt tourné adulte qu'animation ou enfin je veux dire généralement au tout public. Et en vrai, je pense que je le ramène à Miramax à l'époque. Moi j'avais complètement zappé que Miramax faisait partie de Disney. Et à aucun moment les films Miramax, quand tu vas les voir, tu sais que c'est Disney. Genre c'est des films Miramax, point. Et je pense que Disney, ils avaient cette possession-là, mais ils voulaient pas. En aucun cas, ils se montraient parce que ça allait complètement jurer avec leur ligne édito et que, enfin, ça aurait été un peu étrange de voir Disney avant. Je sais plus quel film faisait Miramax, mais c'était clairement pas des films tout. Miramax, il produisait les films de Tarantino, de Scorsese, de The Mais oui, c'est vrai ça. Mais oui, tout à fait. Ah oui. Ah ouais. Et justement, ces films-là, c'est des films de grands réals et c'est des films qui ont été énormément présents dans les cérémonies de remise de prix et qui étaient avant tout pour Disney en fait une sorte de c'était bien parce que ça marchait parce que c'était des films d'auteur, des films indépendants et ou alors des blockbusters, mais des blockbusters pour un public plus âgé. Et je pense que la Fox, en tout cas, je pense à la Fox, c'est la Fox Searchlight, qui est des filiales de la Fox, qui distribue, enfin qui produit et distribue des films d'auteur. Un des derniers en date, c'était notamment Jojo Rabbit, qui parle justement d'un sujet assez tendu, et notamment quand tu penses à Disney qui récupère ça, tu rigoles un peu. Oui. La Seconde Guerre mondiale et d'un petit enfant qui a comme ami imaginaire Adolf Hitler. C'est un film qui est complètement barré, mais c'est vrai que quand du coup on a annoncé que Disney rachetait la Fox, tout le monde s'est dit mais attends, Disney va distribuer un film où il y a Hitler. Et en fait le truc qu'ils ont fait Disney, c'est qu'ils ont la Fox, mais ils vont pas dire que c'est Disney qui a Jojo Rabbit. Quand tu vas c'est ça, ouais. c'est la Fox. Le film a marché, il a été nominé à plein de prix dans pas mal de compétitions, notamment les Oscars. Et voilà, et en fait,
moi, je vois la Fox comme, enfin, je rebondis du coup par rapport à cette question du marketing et du fait qu'il se montre pas tout le temps. La Fox, c'est le nouveau Miramax en soi pour moi. Je trouve que c'est la nouvelle touche de film d'auteur, mais on va pas dire que c'est Disney, mais en tout cas, on se fait de l'argent et on se fait de la notoriété avec ces films-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, si vous le voulez bien, mes chers amis, nous allons passer à une nouvelle partie pour évoquer un petit peu ce côté obscur de Disney qu'on connaît peut-être un peu moins parfois. Enguerrand, tu voulais en parler. Ça, c'est parce qu'on parle des acquisitions, on parle des licences, et à la base, ce qui permet de créer ces licences et ces films, c'est des personnes, c'est des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices, paquet de monde, donc il faut s'occuper. Alors, quand on parle de Disney et de problèmes managériaux, il y a un nom qui revient parfois, c'est celui de Robin Williams. Le Robin Williams de Aladdin, celui qui doublait le génie, qui a subi un peu les foudres de Disney. Il a accepté de jouer le génie pour un salaire unique de 75 000 $, le minimum syndical, alors qu'à l'époque, il aurait pu demander 8 millions de dollars, ayant sorti Good Morning Vietnam, Le Cercle des Poètes Disparus et Hook. Ouais, il était très bankable. C'était l'acteur bankable à avoir. Donc 75 000 $, ce qui est plutôt petit, honorable, mais en demandant expressément de ne pas utiliser la voix du génie, la voix qu'il a faite, et de ne pas utiliser le personnage pour vendre des produits dérivés, et de limiter le nom de Robin Williams dans le marketing du film. Le PDG de l'époque, il s'est dit, bah, trop bien, on a Robin Williams, et si on l'entubait? Donc, ils ont utilisé le génie pour vendre plein de jouets Donald, ils ont utilisé sa voix dans les bandes annonces, ils ont mis le personnage du génie sur 25% de l'affiche, le contrat disait pas plus de 25%. Donc, le génie en élan de partout, ça capitalise à gogo. Il fait que Robin Williams l'a très mal pris et il est resté en froid pendant des années, même après que Disney ait envoyé une peinture de Picasso de 1 million de dollars. Plus une boîte de chocolat. Ah oui. Et bah, du coup, il leur a collé un procès, qui, procès qui est resté sans suite. Mm. Et donc Disney a fait des pieds et des mains pour faire en sorte de se passer de Robin Williams pour la suite, Aladdin 2. Et en voyant que ça n'a pas marché, il lui donne un salaire de 1 million de dollars pour faire le troisième épisode de la série, avec des excuses. Donc ça, c'est un exemple de, même si on est quelqu'un qui vend beaucoup, même si on est quelqu'un de respecté et que et qu'on est plutôt expérimenté, on peut quand même se faire entuber par Disney. Si vous lisez le livre Sex, mensonges à Hollywood, c'est un livre de plusieurs centaines de pages sur le management catastrophique de Miramax par les frères Weinstein qui sont sous la direction de Disney. Les Weinstein qui apparaissent comme des bullies, comme des gens qui vont harceler les réalisateurs, des gens qui vont couper les films sur leur autorisation. Eux, par exemple, Ouais. qui s'occupaient des films Ghibli et qui remontaient, qui rajoutaient des voix pour que ce soit plus attractif pour le public américain. Ouais, pas terrible. Pas terrible du tout. Et donc, bon, bah, Weinstein, ça a renommé le précède, mais il y a un autre gros bonnet de Disney qui était aussi sous le radar de MeToo. C'est John Lasseter, le PDG et le créateur de Pixar, qui a été un producteur et réalisateur prolifique de cette entreprise, un cadre de Disney qui était central dans la dynamique des films d'animation. Et John Lasseter, c'est un homme qui est accusé d'un comportement plutôt toxique par de nombreuses collaboratrices. Il est accusé de harcèlement de nombreuses fois tout au long de sa carrière. Et donc, malgré les retours de techniciens et d'actrices vers le PDG, Disney a gentiment attendu l'affaire Weinstein en 2017 pour Oui, pour se retourner sur lui. oui, et même se retourner gentiment. Ils lui ont donné 6 mois de congé sabbatique après ses vacances pour qu'il puisse partir vers un autre studio d'animation et faire en sorte que Disney ait les mains encore propres. Mm. Donc on voit Disney qui montre comme une entreprise qui se veut vertueuse, positive, tout en cachant sous le tapis des débordements. Et on a l'impression que quand il s'agit de Disney, la magie l'emporte sur le réel et que on oublierait un peu plus vite. On va passer peut-être au copyright également, parce que je crois qu'il y a pas mal de soucis également à ce niveau-là. Oui, voilà, parce qu'après que tous ces créateurs aient créé des licences et utilisé leur ménage, les droits ils sont possédés par les producteurs, par Disney.
pendant une période assez longue. Et quand Disney n'a pas décret la main, pourquoi pas mettre sous copyright des mots utilisés dans leur film. Hmm. Une de ces phrases utilisées dans Le Roi Lion est Hakuna Matata. Donc c'est une phrase phare du film Le Roi Lion, qui est dans une langue qui est parlée par 155 millions de personnes, le Swahili. Et donc, ça veut dire, comme dans le film, Hakuna Matata, ça veut dire pas de problème. Et en 2003, Disney place Hakuna Matata sous trademark et empêchant son utilisation sur des produits, notamment des vêtements, qui ils ne payent pas les copyrights, quoi. Un vrai plaisir. Voilà, donc en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, ils se sont rendus compte de ça. Des années après, ils se sont dit écoutez, nous, on est quand même 155 millions et vous n'avez pas demandé notre autorisation. Donc, il y a des pétitions qui ont été lancées. Je n'ai pas la suite de l'affaire, mais on imaginerait qu'ils ne recommenceraient plus. Quand soudain et tout à coup. Ils ont recommencé en sais. préparant. Oui, parce que tu vois, en préparant le film Coco, ça se passe quand? Ça se passe le jour des morts de Dia de los Muertes. Et ils se sont dit, écoutez, on va faire des produits avec ce nom dessus, on ferait mieux de déposer la marque. Mais ils sont Sauf dingues. que c'est pas une marque, c'est une fête traditionnelle mexicaine. Donc cette fois ça n'a pas marché. C'est chaud, quoi. C'est abusé. Surtout, c'est extrêmement étonnant de la part d'une entreprise qui a basé son fonds de commerce sur des histoires libres de droit, en fait. Quand on regarde Blanche-Neige, quand on regarde les histoires de princesses et de royaumes, c'est quand même... C'est des trucs libres de droit des contes de Charles Perrault, certains. C'est Alice au Pays des Merveilles, c'est ça, qui a été écrit par lui, si Lewis je dis pas de... Carroll. Non, Lewis Carroll. Oui, non, n'importe quoi, je confonds, pardon. Mais effectivement, il y a des adaptations libres de droit. Et ce qui est quand même assez marrant, c'est que en 2024, qu'est-ce qui se passe en guerre en 2024? En 2024, si tout se passe bien, Mickey devrait entrer dans le domaine public. Et Voilà. ce, malgré l'intense lobbying de Disney pour protéger la propriété intellectuelle. En 1998, on est passé d'une propriété intellectuelle qui allait jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, un peu comme en France, et que Disney recule encore et toujours l'arrivée de Mickey dans... si Disney ne fait rien, normalement, on devrait pouvoir tous dessiner Mickey payer des droits. Ouais. Bon, je suis pas sûr que tu pourras, parce que je pense que quand même tu vas te prendre un maxi procès et un maxi lobby dans la tronche, mais effectivement, c'est possible, quoi. Légalement. C'est effrayant parce que du coup, Disney, vu qu'ils ont de plus en plus de marques, ils ont de plus en plus envie, j'imagine qu'ils auront de plus en plus envie de protéger cette manne de copyright, en fait. En fait, même, du coup, les comptes, on disait les comptes là et tout, c'est clairement une énorme appropriation. Et je pense qu'il y a plein de gens qui en viennent même à oublier que de base, c'était des contes traditionnels écrits par d'autres personnes. Et il y en a qui vont dire, bah non, cette histoire-là, c'est Disney, tu vois, tu vois, Peter Pan, par exemple, on connaît, si on demande l'auteur de Peter Pan, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas savoir. Il y a pas mal de trucs comme ça où on va le ramener tout de suite à Disney et ils se sont fait une énorme appropriation de tellement de choses et ils en profitent un max, quoi, c'est ouf. Ouais, non, mais c'est terrible. Puis en plus, comme on le disait plus tôt, je pense à la génération d'enfants aujourd'hui, ils connaissent peut-être le premier dessin animé pour Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Ils connaissent le premier dessin animé. Ils connaissent les films de Burton. Et pour eux, c'est des films Disney, quoi. C'est pas un conte. Enfin, c'est pas inspiré d'un conte. Ce sont des productions originales Disney. Donc c'est vrai qu'il y a un côté hyper foutage de gueule, quoi, de la part de Disney qui fait du lobbying pour pas qu'on utilise Mickey, mais de l'autre côté qui eux ne se gênent pas pour manger tout le gâteau, quoi. Ouais, voilà. Et en créant un standard, tu vois, parce que maintenant, quand tu veux écrire sur Alice au Pays des Merveilles, vas-y pour te différencier de Disney, quoi. Oui. C'est le nouveau maître étalon. Et surtout que Disney, ils prennent pas que des petites histoires, en fait, ils prennent même parler d'appropriation culturelle, en fait. Ouais, complètement. Parce que Mais depuis le début, en fait, ce que tu dis, c'est de l'appropriation culturelle. Ah oui, un Américain viendrait prendre des contes européens, quoi. En fait, ouais, c'est ça, ils transforment tout
à la sauce américaine pour leur public. Et après, ils exportent ça. Alors, c'est ça qui est quand même assez pénible, j'ai envie de dire, c'est qu'ils prennent quelque chose qui est européen, ils le mettent chez eux, ils en font quelque chose, et après, pouf, ils nous le renvoient en disant vous avez vu, c'est américain. Ouais. Et tu fais non. Ouais. Enfin, non, clairement non. Alors, j'aimerais, les copains, qu'on avance un petit peu et qu'on aborde très très rapidement les produits dérivés chez Disney qui sont quand même extrêmement importants dans leur stratégie. Ouais, effectivement, oui. Parce que quand on regarde un peu le schéma de la création de valeur chez Disney, on voit quand même que les produits dérivés, c'est un sacré paquet de pognon. Il faut voir par exemple que le deal de Star Wars, le deal de 4 milliards, il a été quand même rentabilisé dès la sortie du premier en fait, avec tous les produits dérivés. Il a été rentabilisé très très vite parce que c'est une stratégie de base en fait. Même Walt Disney le dit dès 1957, vous pourrez retrouver sur internet le business model, on va dire, avec les films au centre et tout autour. On a les musiques dérivées, on a les jouets dérivés, on a les comic books, on a les magazines, on a les programmes télé dérivés. Il y a tout un arbre qui se crée et qui permet de gagner de la valeur. Et ça, qu'importe le produit en fait. On peut voir des images de Star Wars sur des piles Duracell, il y a de la vaisselle La Belle et la Bête, des casquettes de l'univers Marvel. Donc à chaque fois qu'un film créé par Disney sort, enfin, les usines tournent à plein régime en fait. On Des est petites usines bombardé, chinoises. ouais voilà, ou la déchire quoi, mais on est inondé de publicité déjà, ce qui est pas top, et Mm. on est inondé de produits, d'une gamme de produits infinie en fait. Après, même les Pardon, excuse-moi, je te coupe très très rapidement. Pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent un peu la stratégie Disney sur des produits dérivés, en fait, on va prendre l'exemple Star Wars. Prenons l'exemple Star Wars 8. Star Wars 8 est sorti un tout petit peu avant Noël. Donc déjà, il y a une stratégie autour de ça. Et ensuite, Disney a commercialisé les peluches, là, des petites bêtes, ça s'appelle les Porgs, si je dis pas de bêtises. Mm. Et ils les ont commercialisés en novembre, voire même en octobre, je crois. Je crois que c'était fin octobre ou début novembre, les premières apparitions des Porgs dans les magasins chez nous. Et j'ai trouvé ça, je me baladais à la Fnac et j'ai vu ça, je comprenais pas ce que c'était en fait comme truc. Je voyais un genre de rongeur estampillé Star Wars, mais sans savoir ce que c'était. Puis après, tu arrives dessus et tu vois Star Wars Les Derniers Jedi. Tu fais, attends, quoi? Le film qui sort dans un mois et demi? Et oui, le film qui sort dans un mois et demi. Donc en fait, technique agressive de marketing envers les enfants qui vont demander ça pour Noël, donc c'est déjà acheté. Puis après, ils vont aller voir le film, puis ils vont trouver d'autres trucs, donc ça va racheter des trucs derrière. Donc c'est un, c'est un cycle d'achat permanent en fait avec Disney. Ouais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Puis même des fois, ça va, enfin, pour ajouter un truc, c'est que ça va trop loin, des fois, je trouve, le marketing. Je sais plus comment il s'appelait, là, le demi-dieu dans Vaiana. Bon, je me souviens plus son nom, mais le Je sais plus. demi-dieu dans Vaiana, ils avaient fait enfin, tu sais, ils font les costumes des personnages pour que tu t'habilles pour que tu puisses devenir le personnage que tu aimes trop dans tes films. Mm. Mais sauf que en fait, il a pas d'habits quasiment, puisque déjà, enfin, merci, il est quasiment, enfin, tu sais, ils vont foutre des feuilles partout. C'est vraiment ridicule parce qu'ils vivent sur une île. Alors forcément, on va décider que bah, il y a deux trois feuilles qui va les habiller, puis c'est tout. Mais du coup, bah, c'est bien de faire ça. Enfin, déjà, c'est ridicule, mais de deux, bah, comment tu veux faire un costume à partir d'une personne qui n'a quasiment pas d'habits? Mais du coup, parce qu'ils voulaient faire du marketing, ils ont quand même réalisé un costume qui est du coup la peau Ouais. de ce personnage-là. Non, mais Du coup, c'est extraordinairement raciste et abusé. Parce que du coup, tu te retrouves avec des enfants qui vont se trimballer avec ça. Et je me souviens que ce truc-là est sorti, ce déguisement-là est sorti avant le film aussi. et c'est ça, c'est en fait ces films-là ont des dates de sortie extrêmement ciblées et toute la machine marketing qui se met en route autour de ça, c'est titanesque en fait.
faut bien se rendre compte. J'invite nos auditeurs, s'il y a un film Star Wars qui ressort, parce que là, il va y avoir de nouveau une trilogie, c'est annoncé, il y a des films qui vont ressortir à nouveau. Quand un film sortira, je vous invite à aller dans la Fnac ou autre magasin 1 mois et demi, 2 mois avant la sortie. Il y aura déjà les produits dérivés. Et ils seront là en masse. Il y aura déjà 4 comics et 2 séries de livres, hein. Oui, en plus. Donc du coup, Enguerrand, est-ce qu'on peut peut-être résumer un petit peu tout ça? Parce que c'est vrai qu'on a dit pas mal de choses sur ce côté sombre de Disney. On peut résumer que c'est la première entreprise à avoir mis comme point central la création de produits dérivés. Et pour ça, ça justifie la stratégie hégémonique, on va dire, dans la création de produits et dans la rentabilité des films. Et donc tout ce qui pouvait pas marcher, tout ce qui n'avait aucun avenir, souffrait de la hiérarchie, souffrait d'une pression qui s'est ressentie parmi les créateurs. Et du coup, ça fait des films qui s'uniformisent de plus en plus, qui se répètent, parce que ils deviennent leurs propres produits dérivés de licence. Et donc, comme on le montre cette stratégie d'univers étendu de Marvel et de Star Wars, comme on a parlé, il y a presque autant d'argent avant la sortie d'un film que de recettes. Ce processus qui existait déjà avant ne l'était pas à un certain niveau et ça influe après sur tout le processus qui se passe avant, notamment le processus créatif. Et ça, c'est très très intéressant. Ces dernières phrases, pardon, que tu as dites. Disney arrive à rentabiliser ses films avec des produits dérivés, non pas avec le box-office. Il n'y a pas besoin de box-office, en fait. C'est du bonus, c'est de l'argent de poche, voilà. Mais ils rentabilisent tout avec les produits dérivés. Et ça, c'est quelque chose. Je connais pas beaucoup de studios qui sont capables de faire ça. Bah après, ils en ont l'opportunité parce que en effet, de base, ils ont un catalogue qui devient de plus en plus énorme. C'est sûr qu'ils vont pas te faire des produits dérivés avec des films justement estampillés de base 20th Century Fox maintenant, quoi qu'ils en seraient capables pour certaines licences. Mais c'est surtout que ouais, là, en fait, leurs films, c'est juste des grands panneaux publicitaires pour justement tout un univers qui est proposé, qu'ils vont faire de plus en plus de suites parce qu'ils savent qu'il y a une fidélité sur ces personnages déjà créés, cet univers déjà créé, et que donc ils n'ont pas besoin non plus de se casser la tête sur redesigner de nouveaux personnages, de nouveaux. Enfin, je pense que ça c'est mon interprétation, mais je pense qu'il y a aussi toute cette facilité derrière qui est que les films vont marcher, donc on va refaire un Reine des Neiges 2, on va te faire Les Mondes de Ralph 2. Et à côté de ça, tous les produits dérivés, bah, on va les adapter vite fait, mais finalement, bah, quand tu vas avoir des nouvelles peluches Elsa, bah, c'était quasiment les mêmes que lorsque le premier La Reine des Neiges est sorti, je sais plus en quelle année, 2014 ou 2013. Donc, Ouais, mais à un moment, ils étaient quand même, ils inventaient des trucs. bah ouais. Mais c'est ça qui est triste, c'est quoi, du coup, je trouve que même maintenant, tu vois, en reparlant des films, ils vont pas se mouiller au-delà même des remakes live dont on a parlé, même leurs films d'animation. Bah, il y a plus tellement d'originalité. Je veux dire, même dans les Pixar, ils sont laissés aller à des films qui, bon, je trouvais, étaient pas mauvais, hein. J'ai beaucoup aimé Toy Story 4, mais Toy Story 4, quoi. Genre, on en est au 4. Et tu vas avoir Cars 3, tu vas avoir, enfin, La Reine des Neiges 2 qui est sortie là. Ils vont t'en sortir plein. Je crois que là, à la rigueur, ils ont sorti 2 Pixar originaux. Enfin, il y en a un deuxième qui s'appelle Soul qui va sortir en novembre. Euh, mais en fait, ils se concertent dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Ils vont, bah ok, c'est bon, ça marche. On va faire un 2, on va faire un 3. Et c'est quelque chose qu'ils faisaient pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas du tout la même. De toute façon, il n'y avait pas le même marché, il n'y avait pas les mêmes problématiques. Et du coup, ils allaient te faire beaucoup plus de films originaux. Mais maintenant, il y a ce cercle vicieux de on repompe les vieilles licences pour refaire des remakes. Ils font la même avec 20th Century Fox d'ailleurs, puisqu'ils veulent faire des remakes de comment s'appelle déjà ce film, Maman j'ai raté l'avion, qui veulent faire un remake sur Disney+. Ils veulent en faire une série, c'est pas un film, je crois. Ouais.
Enfin, ça, ils veulent reprendre plein de vieux films qui marchaient ou de vieilles licences ou des films à eux, enfin des trucs qu'ils ont créés eux et qui a marché, ils veulent faire des suites. Et du coup, le line-up, c'est quasiment soit des univers étendus style Marvel, style Star Wars, soit des remakes, soit des suites de films qu'ils ont déjà fait. Et au final, il y a 1 ou 2 films dans un line-up de 3 ans qui vont être originaux et un maximum de produits dérivés que l'on connaît déjà et qui finalement se renouvellent très peu, quoi. Du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que la ligne artistique serait peut-être un peu trop linéaire. Complètement. Je parlais de paresse entre guillemets avec le roi lion. C'est ce que je ressens sur la totalité de Disney. Pas paresse en mode bah non, clairement ils sont avides de nouvelles acquisitions, donc ils se reposent pas sur leur laurier, mais paresse en termes de créativité et beaucoup d'effets de poudre aux yeux parce que ils vont te créer, ils vont te dire que par exemple ils vont laisser leurs créateurs une totale liberté en proposant par exemple des courts-métrages d'animation sur leur plateforme Disney+ qui étaient réalisés par des nouveaux animateurs pour proposer des histoires un peu justement originales, enfin avec beaucoup de diversité aussi et qui changeaient de ce qu'ils font d'habitude. Sauf que il y a quand même une stratégie derrière qui est de oui, ces gens-là, ça va être nos nouveaux talents, tout ça, c'est pour de toute façon avoir des prix, hein, encore une fois. Mais c'est de la poudre aux yeux parce qu'à côté de ça, c'est pas ça qui leur fait de l'argent et c'est pas ça que retiennent les gens de toute façon. Donc c'est vraiment juste pour avoir une balance assez équitable dans leur ligne éditoriale où ils se disent on est encore créateur de magie, créateur de une magie, oui, mais une magie pour moi qui perd sa saveur, quoi. Alors que pourtant, dans les années fin 70, mi-80, ils prenaient quand même des risques avec des films assez particuliers quand même qui sortaient pour faire face un peu aux studios concurrents. Ouais, ouais, c'est assez drôle parce qu'en fait, il y a un grand écho qui est fait avec ce qui se passe aujourd'hui, justement. C'est que à l'époque, Disney, au début des années 80, ils se sont rendus compte que il y a des films complètement différents qui sortaient et qui marchaient, donc notamment Star Wars, assez étonnamment, qu'ils n'ont pas hésité à racheter après. Les Dents de la Mer, qui est un film d'horreur de Spielberg et qui a bien marché à sa sortie. Ils se sont dit oui, attends, en fait on fait de l'animation et puis surtout que ça a commencé un peu enfin c'était pas la catastrophe mais il y avait moins de succès qu'à l'époque et du coup le PDG de l'époque qui il me semble était le beau-fils de Disney a décidé de proposer de faire des films de science-fiction, enfin notamment des films de science-fiction, mais des films avec des scénarios beaucoup plus adultes, beaucoup plus noirs. Et ils en ont sorti une petite, enfin pas tellement que ça, mais des films qui sont quasiment tous dans l'oubli maintenant. Il y a Le Trou Noir qui est sorti en 79, qui d'ailleurs est sur Disney+. Il y a Tron qui est un de ceux qui maintenant a été, enfin qui est connu pour être un des premiers films avec des effets spéciaux et qui a connu une suite en 2010, je crois, 2011. Ouais, dans ces eaux-là, c'est début 2010 et je ne vous recommande pas du tout d'aller voir Tron 2. Restez sur le 1. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. C'était joli, mais c'était tout. Ouais, c'était pas très original. Mais après, visuellement, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. Mais du coup, ouais, ils ont fait, donc ça, c'était des films science-fiction. Ils ont fait des films fantastiques qui flirtaient de manière très légère avec l'horreur, comme Les Yeux de la Forêt ou La Foire des Ténèbres, qui est sorti aussi début années 80. Ils ont sorti un film en coprod avec Paramount qui s'appelle Dragon Slayer. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler au début des années 80. Et qui sont connus, enfin tous ces films-là, c'est des films qui sont sombres dans le sens où il y avait très peu il n'y avait pas ce truc où par exemple un personnage va être dans une situation compliquée, il va être en danger, des fois il allait mourir carrément. Alors que Disney l'aurait sauvé ce personnage ou aurait trouvé une situation pour que ça soit beaucoup plus joyeux, sympa, magique. Là non, ils osaient proposer des personnages sombres, des personnages qui étaient dans des situations complexes et qui des fois ne s'en sortaient pas.
Et tous ces films-là, bon, j'en passe, il y a aussi des films, des comédies, mais étaient plus adultes, comme Max et le Diable, Condorman, qui a l'air d'être vraiment une catastrophe. Enfin, moi, j'avoue que ça donne pas du tout envie. De mec avec tenue de condor, là, en métal, ça a l'air d'être particulièrement nanardesque. Mais même en animation, d'ailleurs, ils ont sorti, qui est assez connu maintenant, Taram et le chaudron magique, mais qui à l'époque a été un énorme bide parce que ça plaisait pas aux gens de voir ce genre de film. C'était sombre, il y avait des morts vivants, ça ne correspondait pas du tout à l'innocence de précédents films Disney. Et du coup, tous ces films que je viens de citer, c'est des films qui n'ont pas marché au box-office. Ça a tous été des flops. Certains ont été des flops même aussi critiques. Et c'est beaucoup de ces films sont tombés dans l'oubli et on oublie, enfin, Disney ne les revendique même pas. Je veux dire, à part le Trou Noir qui est sur Disney+, ou peut-être Tron, d'ailleurs, j'ai pas checké pour Tron, mais tous les autres films ne sont pas sur Disney+. Donc vraiment, ils s'en fichent de ces films-là, ils les ont oubliés. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment donné où Disney a pris des risques. Et même s'ils recevaient des lettres de proches à eux, ou même de spectateurs qui disaient, ou d'investisseurs, ou qui disaient mais non, faites pas ça, vous allez couler, ça va pas marcher vos films, bah ils l'ont fait. Ils l'ont quand même fait, ils sont quand même frités à proposer quelque chose de différent. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'ils vont pas refaire de sitôt. J'ose espérer peut-être un jour, mais maintenant, les quelques films live action, en tout cas, parce que tout ce que je dis là, c'est que des live action, à part Taram et le chaudron magique. Tous les nouveaux films live action qui sont sortis, ça a été quasiment tous des bides. Il y avait Les films originaux. ouais, les films originaux live action, exactement, pardon. Toutes les histoires, bon, qui sont souvent des adaptations aussi d'autres choses, mais qui sont originales Disney. On n'a jamais eu d'autres films comme ça avant. Je pense à Lone Ranger en 2013, qui a été un four absolu. John Carter, qui est connu pour être un des plus gros gouffres financiers de Disney de son histoire. À La poursuite de demain en 2015, qui a pas marché. Un raccourci dans le temps qui a été moqué, parce que apparemment le film, je l'ai pas vu personnellement, mais apparemment c'était une catastrophe. En fait, ils testent des choses, mais le fait est que maintenant, quand tu regardes leur line-up, justement, il n'y a plus ces films-là. Il n'y a plus ces espèces de tests en live action. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, comme on disait tout à l'heure, avec, je pense, 9 films Marvel sur les 15 du line-up, quoi. Avec un line-up très très lisse. Ouais, c'est ça. Alors on va conclure un peu cette émission avec une question. Est-ce que la magie de Disney serait terminée? Aujourd'hui, enfin voilà, nous on est assez jeunes, entre guillemets encore, on a 25 ans, mais on prend plus de plaisir en fait en regardant un Disney. On sent très rapidement la flemme des scénaristes à produire du contenu intéressant, donc bon, ça donne pas envie d'y aller. Le marketing prend le dessus sur le reste, et en fait, le plus dramatique, c'est que c'est nos âmes d'enfants qui le sentent. Et peut-être que c'est la nostalgie qui va parler, mais en fait, moi, je vais toujours regarder un Aladdin ou un Hercule, des films films d'animation des années 90, avec autant de plaisir que quand j'étais petit, parce que ce sont des films intelligents avec deux lectures possibles, une lecture enfant et une lecture adulte. Et ça, c'était très intelligent. Et aujourd'hui, j'ai plus trop l'impression que c'est le cas. Je vois d'abord le potentiel de produits dérivés avant le reste, et je me sens très mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais c'est pas surprenant en fait, parce que la stratégie de Disney va dans ce sens depuis un certain temps, et Disney, c'est un peu cet ami qu'on avait quand on était gamin, et on sait qu'on va perdre de vue, nos opinions divergent de plus en plus, on sent que ça va plus le faire. Alors du coup, on s'éloigne, mais quand même, on essaie de donner une nouvelle chance à la relation, mais sans succès, parce qu'on est constamment déçu. Et Disney met vraiment un point d'honneur, je trouve, à détruire toutes les licences phares acquises. On en a parlé, mais l'exemple de Star Wars est hyper frappant. De base, Star Wars, c'est un peu niais aussi, hein, les films des années 70, mais ça véhiculait une certaine magie et des valeurs. Et depuis le rachat de Disney, je l'ai déjà dit, mais on sent vraiment une volonté de coller à la pensée d'aujourd'hui, mais de façon très superficielle et juste pour vendre. Ils veulent pas dénoncer des choses, ils veulent juste vendre et dire « Ah, regardez, notre personnage principal, c'est une fille, et du coup, achetez la figurine de la fille, s'il vous plaît. » C'est pas juste pour dénoncer des choses, c'est juste dire « Ah, regardez, nous, on est moderne, on fait ça. »
mais on s'en fout. Enfin, dans ce cas-là, dénoncer des choses avec des licences faites pour ça. Star Wars, c'est pas fait pour dénoncer. Et in fine, on aimerait vraiment pouvoir défendre Disney, mais on n'y croit juste plus, quoi. Et je lance un appel à Disney. J'ai envie de terminer ce podcast comme ça et de demander à Disney de laisser libre cours à l'imagination des scénaristes, en fait, pour reconquérir le cœur de ce public perdu, mais qui, en fait, n'est jamais très loin. Les amis, cette émission est terminée. Je vous remercie infiniment Julien et Enguerrand pour votre participation. On a rencontré quelques problèmes techniques pendant l'enregistrement. J'espère que nos auditeurs ne nous en voudront pas. C'est un petit peu compliqué de faire des podcasts à distance, mais voilà, on continue quand même parce que globalement on s'amuse à les faire et ça reste le principal. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater de notre actualité. Et également, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment très très important pour nous. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.